Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Alors, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de votre intérêt. Ce matin, nous accueillons deux groupes d'invités. D'abord, les docteurs Richard Pilier et Claude Sam. Avec eux, on va parler du 8e congrès du Collège haïtien de cardiologie. Et dans un second temps, Sonny Lamar Joseph pour nous parler de son ouvrage « Notre Église et le sous-développement » est notre invité. Merci, madame, monsieur, d'accepter d'accueillir Métropole chez vous aujourd'hui. Avec le premier groupe, Dr Richard Pilier et Claude Sam, messieurs, nous sommes contents d'avoir la possibilité de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point. Dr Pilier, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour nous d'être là aussi ce matin pour parler de ce 8e congrès. Dr Claude Sam, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour, c'est avec un immense plaisir que je participe à l'émission Le Point ce matin. Je suis très honoré. Et normalement, à chaque moment, son sujet, ou bien un titre d'actualité. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la cardiologie en Haïti à travers ce 8e congrès qui doit se dérouler à l'Hôtel Montana du 4 au 6 juin 2015, c'est-à-dire à partir d'après-demain. Si nous sommes aujourd'hui le 2, donc ça débute ce jeudi. Alors, un congrès de cardiologues haïtiens vous permet de vous rencontrer et de discuter de votre domaine d'intervention. Mais si nous devons parler de la cardiologie aujourd'hui en Haïti, qu'est-ce qui, d'abord, devrait attirer l'attention du public de Métropole? Qui veut répondre, Dr Sam ou Dr Pilier? On commence par Dr Sam, qui est le président du congrès. Bon, Dr. Sam? Ce qu'on doit signaler, c'est que les maladies cardiovasculaires sont en hausse. Et, on les rencontre de plus en plus. Et c'est l'une des causes, pour ne pas dire la première cause de mortalité. Aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on veut attirer l'attention des professionnels de la santé là-dessus, et surtout le grand public. Le grand public qui doit être informé quand même des possibilités, d'abord, de prévenir les maladies cardiovasculaires par leur comportement tout court, leur mode de vie, et en plus de ça, attirer leur attention sur le fait, dès que les premières manifestations, comment se présentent les maladies cardiovasculaires, leurs manifestations, et surtout leur comportement par rapport à l'installation des maladies cardiovasculaires. Alors là, c'est important pour nous autres et surtout partager les informations, faire la diffusion, les informations, faire la formation aussi, contribuer à la formation des autres médecins, parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir les malades cardiaques. Une grande partie des internistes, des généralistes les voient aussi, les rencontrent. Alors, les gens peuvent se demander, quand ils parlent de maladies cardiovasculaires, à quel type de pathologie ils veulent faire allusion? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes de ces maladies? En cardiologie, en Haïti, la grande pourvoyeuse de maladies cardiaques, c'est quand même l'hypertension artérielle. Près d'environ 70% des patients qu'on reçoit, les problèmes cardiaques sont d'origine hypertensive. Et il faut savoir, il y a au moins 40% des adultes à partir de 40 ans qui sont hypertendus. 40%. 40%. C'est énorme. C'est dans le monde, c'est pourquoi, si vous prenez 10 adultes à partir de 40 ans, il y a au moins 4 qui sont hypertendus. À 40 ans, 1 sur 3, à partir de 65 ans, 1 personne sur 2, et puis à partir de 80 ans, la plupart des gens ont une petite hypertension artérielle. Après ça, nous avons les maladies rhumatismales qu'on voit chez les jeunes, en dessous de 20 ans, avec les maladies congénitales. Les maladies rhumatismales, c'est une infection qui est maltraitée, qui sort de la gorge, qui malheureusement descend au niveau du cœur et les articulations. On ne voit plus ça dans les pays développés parce qu'on donne des antibiotiques, mais dans les pays pauvres, il y en a beaucoup et ça abîme les valves. On parle de valvulopathie. Et puis, dans une clientèle plus aisée, il y a ce qu'on appelle les coronaropathies, les choses de crise cardiaque,
les problèmes d'infarctus du myocarde, et un tas d'histoires comme ça. Et comment prévenir ce genre de maladie? Est-ce que c'est lié à l'environnement ou bien quel type de comportement préconiser aujourd'hui? Bon, l'environnement on est pour quelque chose, un peu. D'abord, comme Richard vient de le dire, la prévalence, par exemple, de l'hypertension en Haïti a presque doublé, triplé. Moi, je me souviens du temps de ma formation qui remonte quand même à plus que 20 ans. Quand on rencontrait un hypertendu à 40 ans, eh bien, on devait procéder à toutes sortes d'investigations pour éliminer une cause secondaire et qui serait liée à l'hypertension, une maladie rénale ignorée. Enfin, on devait faire un tas d'investigations. En ce moment, c'est monnaie courante. Ça veut dire en dessous même de 50 ans, dès 25-30 ans, on rencontre de jeunes hypertendus. Ceux qu'on n'avait pas il y a 20-30 ans de ça. Ce qui veut dire, je crois que c'est lié un peu à notre comportement, à notre alimentation qui s'est totalement dégradée, détériorée, la façon qu'on mange, la façon qu'on vit aussi. Et puis l'environnement stressant aussi. Parce que dans le temps, quand même, on ne dit pas qu'on n'avait pas un certain stress, mais il y avait les moyens de l'évacuer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore plus difficile. Aujourd'hui, on est prisonnier du stress permanent. Permanent. Alors, ça n'aide pas non plus. Là, est-ce que vous n'êtes pas en train d'encourager les gens à quitter le pays, non? Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire. C'est pas ce qu'on veut dire. On voudrait Tout le leur monde dire ne va pas partir non plus. Oui. C'est évident. On voudrait leur dire de préférence quand même d'apprendre à gérer ce stress-là aussi. Parce que quand même, quand vous êtes soumis à un stress, il faut savoir comment y faire face. Mais et pour le stress, en fait, c'est pour la maladie. Et comment la prévenir? Par exemple, on recommande la façon de consommer. C'est une prévention qu'il faut faire, la façon de consommer d'abord, comment manger, comment se nourrir, parce que il y a une habitude qui s'est installée, par exemple, on voit ce qu'on appelle les chiens jambés, ce que les gens mangent, ils consomment des œufs chaque jour, manger des fritures, utiliser des cubes, consommer des boissons énergisantes. Pas dire mon c'est en créole, docteur. Bon, oui. On est d'accord, docteur Richard? Oui. Bon, non, c'est vrai, parce que nous mangeons très mal. Comprendre. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui, à travers l'émission, ça, que nous ne pas doués quitter bouche nous mener, non? Définitivement. Parce qu'il faut comprendre ça. Bouche nous, bon, quand on dit, dicton dit ça, bouche nous capturer. Oui. Et c'est pas le comme un dégât seulement, c'est nous sommes manger. Nous sommes manger tout. Alors là, d'abord, c'est une éducation qu'on doit commencer à faire, apprendre aux enfants dès l'enfance. Pour qu'ils ça nous conseille d'habitude? C'est parce que depuis nous tout petits, nous lever, il y a une bonne habitude ça. Consommer graisse, manger sauce, tout ces deux bails comme ça. On forme le goût de l'enfant à partir de ce qu'on lui a appris à manger depuis l'enfance. Donc, nous pas demander pour couper changeant coup de G. Oui. Non, mais c'est le monde qui a fait tout. Pour t'expliquer qui j'ai pour faire. Pour l'État, tu as jeté, on regarde tout sur les gens qui ont préparé ça. Des graisses que ont recyclées, des graisses qu'il a. Enfin, nous connaissons. Alors, nous mettez accent sur hypertension, sur maladie cardiovasculaire. Alors, il y a des que je pense qu'il y a un peu haïtien qui suivent dans la table, mais qu'on est. Qui est ça qui est capable de permettre ou bien indiquer au monde qu'il n'a pas de problème cardiaque? Bon. Globalement, je vais retourner dans la prévention légèrement pour nous résumer. Pour nous prévenir maladie cardiaque, premièrement, il ne faut pas trop gros, il ne faut pas manger trop. On va dire on creuse sa tombe avec ses dents. C'est gens manger à consommer par l'embâter. Okay. Deuxièmement, il faut manger sainement. Sainement veut dire qu'il ne faut pas manger trop de graisse, Jean-Docteur Sam t'a dit, manger plus fruits, plus légumes. Il faut faire un petit sport, même si c'est marcher, et puis il ne faut pas fumer. Et il faut être docteur régulièrement. Quel est vivre quelques jours parce que. Au moins, non, moi ça. Choisis faire du poids. Non, c'est très important. Qu'un poids, pas manger trop. Mon souris, l'homme dit, arrivé 40 ans, on ne peut pas manger 3 fois par jour. Vendre des boutons. C'est 2 fois le soir, c'est comme un pauvre qu'il faut manger. Très peu. La modération dans tout ce qu'on manger. Et puis il faut bouger. Mais quel problème qu'il y a dans manger? Non, parce que l'âge arrivé, ou pas aussi actif. La vie est devenue sédentaire, on passe une heure dans le trafic, tout ça. Moun yo pas de temps faire sport même. Et sans manger, n'importe qui repas copieux, on a 1500-2000 calories.
Elle dit qu'il faut limiter, puis chaque année, avec l'âge, les hormones font que on prend poids en place, comme on dit. On répond pour mon docteur. Manger peu. Activité, manger 3 fois, oubliez ça. Bon, 2 fois, le soir, très très peu. Comme un pauvre. Non, mais attendez, comme un pauvre. Oui. Parce que vous mangez un fruit, vous mangez une pomme, 2 figues, 2 tranches de pain, ou pas qu'à manger, belle plate manger, belle du riz, belle spaghetti, bah, ça, ça, il faut savoir lutter avec la faim. Non, si je mange un bagage bien bonheur, par exemple, avant de venir là dans la radio, je prends un bagage. On va le prendre deuxième à midi, non? Bon, il faut attendre normalement. Il faut repousser vers 2 heures, 3 heures normalement pour pas besoin. Parce que quel soit ce manger après 3-4 heures de temps au grand goût. C'est pourquoi normalement il faut prendre un petit bagage vers midi pour tendre vers entre 3 heures, 4 heures, tout prendre un repas journée. Pour pas besoin de remanger le soir en pile. Bon, il y a des gens qui va plus on manger, plus on envie de manger. C'est comme un esclavage. De plus en plus, la nourriture rentre comme une drogue. Les scientifiques montrent que si vous regardez bien, plus on manger, plus on envie de manger. Ok. Parole ça qu'a dit la matin, pile le monde plaisir. Et surtout le monde qui a un peu l'appétit. Il ne faut pas grignoter. Il dit entre les repas, quand vous avez deux monde depuis 10 heures au grand goût, machin pâté à vie, nous manger 2 pâtés, on cola, ou midi, ou remanger encore. Ça ne finit jamais. Faut, au point de vue psychologique, il faut programmer tête pour qu'on ait tout bagage dans la vie, il faut qu'on gère. Que ce soit la nourriture, les femmes, bon homme, l'alcool, tout bagage. Il faut apprendre à gérer. Donc, pas varier sur eux. Donc, c'est... Surtout comme là, manger à là. Ils vont manger de tous côtés dans le pays. Et manger haïtien, très bon. Surtout, si on pense à eux, manger fast food, c'est très bon dans la bouche. Mais très souvent, ils ne sont pas bon pour la santé. Donc, c'est gestion, tout bas, la modération et bouger beaucoup. On a fait une étude sur les centenaires de manger peu et bouger. Ok, donc bouger, ça veut dire que marcher en pile? Tout ça qu'on fait comme sport. Maintenant, pour faire maladie cardiaque, là, qui j'en connaît, là, commencer un petit problème cardiaque, que c'est un moteur, il est là pour faire tout le travail ou gain pour faire, que ce soit courir, toute activité à faire. Deux pour qu'on commence à limiter dans ce qu'on fait. N'importe quel effort ou bouquet, ou à tousser, ou coucher un seul oreille, ou pas arrêter, ou surélever tête, ou que on bat fort, ou une douleur, ou marcher, n'importe quel effort fait. C'est que pompe le cœur commence à faiblir, il faut le checker. Mais recommander à partir de 35-40 ans, il faut un docteur systématiquement pour faire un petit check pour. Mais au stade avancé, malheureusement en Haïti, nous venons à des stades avancés, ventre est en gros, pied au gros, ce sont des stades très avancés en cardiologie. Malgré tout, nous améliorons, mais plus on prend bonheur parce que nous ne pouvons pas refaire pièce. J'aimerais me dire maladie. Moteur qui a changé en pièce, nous-mêmes, nous ne pouvons pas refaire. Ou pas refaire que? Elle dit plus on prend au bonheur, plus on a une chance d'aller plus loin. Maintenant, dis-moi que je dis là en Haïti, docteur Samoura dit qu'il y a 20 ans, tu as beaucoup moins de monde qui souffrit, par exemple, d'hypertension artérielle. C'est évident. Et je dis... Surtout au niveau de la ce qui est considéré comme une catégorie de jeunes patients. Ça veut dire, moi-même, comme expliqué, du temps de ma formation, un patient de 35-40 ans qui présente une hypertension, eh c'est tout un déblayage de tests, de tout un set de barres pour faire. Là, c'est monnaie courante. Mais combien de cardiologues qui gagnent aujourd'hui en Haïti? Bon, nous sommes à peine une quinzaine. Ouais. Et c'est pourquoi le congrès est important non, pour tout nous. Pays, oui. Tous les 10 millions qu'à l'intérieur. Non, attends-moi. C'est 10 départements. Tout Port-au-Prince presque. Tout Port-au-Prince presque. Oui. Donc, parce que la cardiologie, il faut une technologie à la veille, il faut qu'elle fasse électro, il faut qu'elle fasse échographie, il faut qu'elle fasse base là. Comme l'échographie, nous appelons 4 personnes qui font échographie pour toute la population. Et nous parlons de moins en moins de cardiologues parce que la formation est très très longue pour former au monde. Donc ça veut dire que presque tout Haïtien sont dans le cadre ambulant? On n'a pas dit ça, mais il n'y a pas le monde que sérieusement. Non, mais attendez, il dit c'est 12 millions de monde qui gagnent. Si, à l'intérieur, comme on dit. À l'intérieur. Donc si nous gagnons environ 15 cardiologues seulement pour tout le pays, donc c'est presque... nous tous en Haïti, là, c'est presque qu'on sauve qui peut. Et la plupart des cardiologues sont vieillissants. Toi, quand on est dans 50 et plus, ce qui fait qu'il faut renouveler la base. Malheureusement, les études sont très très longues. Pour vous donner une idée, pour former un cardiologue, il faut faire au moins bac entre 12 et 15. Après philo, il faut faire 12 et 15 ans minimum d'études.
Les jeunes médecins pendant souffrir pour monde comme ça. Et elle fait 2-3 spécialités. C'est un long parcours du combattant, longue traversée du désert. Et la société ne valorise pas assez les techniciens monigués. C'est pourquoi Jean-Baptiste a profité. C'est déjà la première cause de mort, ça va s'accentuer. Parce que la vie devient de plus en plus difficile. Même les gens qui ont de l'argent vivent mal. Le stress est omniprésent. Le peuple allé même bon, moi je ne sais pas comment ça va faire pour eux parce que je souhaite améliorer parce que yo mangent mal, yo gen stress au jour le jour, yo pas qu'à traiter parce que un monde qui est malade cœur. Ou gen 4 et 5 médicaments matin et soir pour avec le salaire moyen là ici, son mission presque impossible. Et puis en plus de ça, au cas de descendre là au travail et puis un groupe qui dit retournez pas passer là. Regardez c'est roche cap boyer, c'est vite machine cap craser, c'est caoutchouc cap brûler. Ce sont des situations très stressantes. On croit qu'il est entretenu ça et puis conditions aussi de vie mounio. Conditions économiques. Quand docteur Pilier soit signalé là par exemple, on passe. Déjà, c'est pour ça qu'il faut aller vers la prévention. Parce que les gens malades déjà sont en situation qui est un petit peu difficile pour le faire face à lui-même. Alors, tout autant qu'on a prévenu la maladie, vous comprenez, c'est ça qui t'a capi bon. Mais le seul problème, c'est que la prévention elle est aussi difficile que le traitement. Bon, prévention, c'est expliquer, c'est motiver. Par exemple, mode de consommation, surtout, son bail qui est terrible. Mon a boire des bails synthétiques, des jus synthétiques, des bails qui pas rien, il a mangé mal, j'ai consommé. C'est expliquer mon qui gens pour fonctionner, qui gens pour manger. Bon, en tout cas, c'est pas ça qu'on dit dans le congrès. Bon, dans le congrès, c'est pas obligatoire. Ça, c'est pour les médecins. C'est ça, c'est pour les médecins. Le niveau est plus élevé. Oui, mais globalement, on doit faire, il y a des campagnes de sensibilisation qu'on doit faire. Mais la politique prend tellement tout l'espace. Mais globalement, je dis, on ne peut pas obliger un pile d'argent pour manger bien. Si les gens étaient mangés dans la province pour manger, le matin, on mangeait 2 figues, un verre de jus, un pain, que ce soit à manger un œuf, comme ça. On ne peut pas obliger, mais pas qu'à depuis le matin, on va un spaghetti plein d'huile, pour mettre mayonnaise, on met 3 dogs. Ah ouais. Non, pas dans la bataille. Bien bon. Non, maïmoulu, il n'y a pas gagné de problème là-dedans. Oui. Même si l'empile. Mais il n'est pas supposé charger l'huile. C'est ça. C'est Haïtien, il y a 2 problèmes, c'est le sel. Nous mettons trop de sel, il faut baisser le sel et puis trop d'huile. Moun nan pense c'est malheureux qui pas manger l'huile, qui pas manger graisse, qui pas manger sel. C'est pas possible. Depuis ou maigre ou pauvre. Oui, ou pas une femme qui occupe. Faut vendre goût. C'est ça va. Alors gomba culturel tout dans tout ça. Oui. On va dire expliquer là. Surtout les femmes. Il y a une obésité, il y a au moins 40% des femmes en Haïti qui sont obèses. Jeunes filles, pour qu'on ait petit monde, il y a déjà. Oui, c'est terrible. Et nous faisons ça, monsieur, parce que nous avons une médaille au gras. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Mais récemment. Là, tout venant, peut-être. Mais récemment, je écouté dans l'émission là, c'est Maître Yvette qui t'a dit ça, ou bien enfin, il y a quelqu'un qui le disait, les wap regarder des vidéos. Je vais parler de vidéos festival, époque Timano. Et monsieur t'a dit, sous ta garde des profils mounio. C'est des gens bien minces à cette époque. Tout on marchait, on faisait du sport. Enfin, je ici, c'est lui-même. Mais j'ai entendu quelqu'un dire, effectivement, si on regarde des vidéos, ça y est, époque, années 80. On était mince. On était mince, carrément. Mais là, on voit tout le monde gras, même vous sur votre monsieur, tout bagaille. C'est vrai, là. Non, mais ça qui arrive, c'est que nous, en fait, nous sommes marchés en pile. Là, nous avons des motocyclettes, nous avons des taxis, nous avons toutes sortes de bagages. Mais Timoun, tu connais marcher déjà depuis l'enfance. Ou Timoun, moi-même, j'ai pitié adolescent. Mais je descends dans la ville là, je vais faire shopping avec maman, avec parents. Je vais marcher tout en bas de la ville là. Habitué comme ça. C'est de notre pays. Mais je dis, c'est motocyclette pour gagner. Motocyclette pour gagner. Alors, on rapidement fini avec le congrès. Et qui côté la fête déjà, c'était Montana. Et c'est à partir de après-demain. C'est ça. C'est jeudi matin. Jeudi. Et qui appelle nous à lancer bon, c'est 15 cadeaux là ensemble il y a des étrangers tout qui ont participé. Oui, nous avons des participants, des conférenciers étrangers qui ont rentré, particulièrement de la France. Et ensuite nous avons des médecins haïtiens de la diaspora aux États-Unis, un médecin en France également. Bon, c'est un petit peu ça. L'objectif, c'est qui ça? C'est partager l'expérience? C'est mise à jour des connaissances en cardiologie et puis élargir. Parce que l'on internise vini, ils ont une base en cardiologie. Comme nous pas qu'à tout le monde, et 3 cas monde, c'est eux-mêmes qui ont
internistes, les autres personnes, c'est eux-mêmes qui premier niveau. C'est eux qui ont dit, faut connaissance nous élargir. Puis ils permettent de nous mettre mise à jour et puis la divulgation des connaissances aussi. Et après ça, après l'activité ça a fini, ce qui ça terminé. Quand on a une déclaration que nous faisons. Non, nous pas fait déclaration. La seule chose, et après ça, c'est comme nous-mêmes dans le collège là, et nous avons essayé de faire des campagnes de sensibilisation, un tas de projets qu'on a. Malheureusement, la politique n'a jamais quitté une chance pour nous faire. Mais quand même, toi, Haïtien, moi, pas même connais que c'est la première cause de mort, c'est l'affaire cardiaque. On n'y échappe pas. Et puis, l'autre problème, je cite, il faut que ni les pouvoirs publics, surtout l'élite économique, investissent dans le backup technologique, un bon hôpital, ou pas un pays, ou pas un bon structure. Parce qu'on n'y échappe pas. Qu'on veut, qu'on pas veut, problème cœur, ou pas loin. Et, pour gagner 8 heures de temps, soit font crise cardiaque, ou tout fait, il faut rejoindre l'hôpital qui est équipé. Il y a deux points. L'hôpital n'est pas équipé. Il y a pour faire un public tout bas, mais les gens formés vont être de plus en plus rares. Il faut investir, il faut avoir une fondation pour certains jeunes en place. Il faut encourager. Je ne sais pas si les jeunes n'ont pas accepté, parce que le problème, c'est comme moi, j'ai commencé à travailler à 33 ans. C'est Rio, doit faire médecine. Tu vois? Vous avez déjà un cob. Nous avons des parents, grâce à Dieu, mais c'est vrai que si on ne prend pas ça au sérieux, c'est les autres, Dominicains et compagnie, qui parlent très tôt dans 10-15 ans. Si vous êtes arrivé là-bas. Bon, en tout cas, docteur et Richard Pilier, docteur Claude Sam, moi, je ne vais pas attendre plus dans la bouche de matin. Vous faites temps pour permettre. Nous retournons, on a fait campagne là pour nous parler à Mounio davantage. Retournez, s'il vous plaît, parce que le public métropole a besoin qu'on ait. Qui ça doit faire, qui ça doit manger, qui ça doit comporter, etc. C'est vrai, parce qu'il faut insister en pile sur ça. Que mon comportement... Même lorsque politique là, non pas les santé souvent, nous pas dans l'espace ça. Oui. Mais ça me voulait, pour me conclure, je t'ai dit, parce que la santé, c'est un élément important dans le développement du pays. Ça veut dire que si on a une population malade, qui est en mauvaise santé, elle n'est pas productif. Et de plus en plus, il y a des jeunes monde qui ne peuvent pas fonctionner. Qui sont malades, qui ont toutes sortes de problèmes. Ce qui veut dire, au départ, il faut prévenir. Il faut prévenir la maladie. En plus, le salaire de la malade, il faut qu'il y ait possibilité pour soigner le tout. Parce que les médicaments... Il faut qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait un hôpital, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat. Merci, messieurs. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point. Docteur Richard Pilier et Claude Sam. Avec vous, on parlait justement de ce congrès, le 8e du Collège haïtien de cardiologie, qui se tiendra à l'Hôtel Montana du 4 au 6 juin, de 8h du matin, de 8h30 du matin jusqu'à 7h de l'après-midi. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec moi ce matin. J'espère que vous avez été utile. Ça a été un plaisir. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi cette première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec les docteurs Richard Pilier et Claude Sam. On parlait du 8e congrès du Collège haïtien de cardiologie. Merci de votre intérêt. Après la pause, on accueillera Sonny Lamar Joseph, auteur de l'ouvrage Notre Église et le sous-développement. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Merci, docteur Sam. Merci. Merci, docteur Pilier. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir Sonny Lamar Joseph. Il est journaliste aussi et auteur de l'ouvrage à succès La Parole qui transforme. Et aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler de ce dernier ouvrage en date, Notre Église et le sous-développement, et qui est préfacé par Maître Augustin Février. Oui. Alors, notre Église et le sous-développement, pourquoi vous dites notre Église et non les églises ou nos églises et le sous-développement? Alors, j'ai bien merci Wendell et je salue tous les auditeurs de Radio Métropole, les téléspectateurs également. Je dis notre Église parce que c'est une invitation à une réflexion que je lance aux chrétiens. Maintenant, pour voir comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons une certaine responsabilité par rapport au sous-développement. Donc maintenant, j'ai dit notre Église pour porter les leaders de nos églises à réfléchir sur
leur communication, la façon de communiquer au niveau des églises et en quoi est-ce que la parole influence la vie des récepteurs, des fidèles qui sont là. Et si on change de discours, si on accepte de prêcher autrement et de voir le développement ou l'implication des fidèles en matière de développement, on pourra transformer Haïti. Vous estimez qu'on pourra changer Haïti et vous estimez aussi ou encore vous insinuez que l'Église aurait un rôle à jouer? Certainement, parce que là, si l'on fait un petit constat, Wendell, il est facile de remarquer qu'au niveau de plein d'églises, l'accent est beaucoup plus mis sur les jeunes. On invite les fidèles à jeûner 24 heures sur 24 et ce faisant, il y a, je dirais, une certaine déresponsabilisation de la part des fidèles. Donc ils sont déresponsabilisés parce que le discours qui est prêché, ce n'est pas un discours qui porte le fidèle à s'impliquer dans le social. Donc le fidèle reste là, les bras croisés, à attendre des miracles de la part de Dieu. Il ne travaille pas. Il ne cherche pas du travail non plus. Il ne cherche pas du travail parce qu'il pense que des miracles sont possibles. Et ils ont de l'intelligence, ils ne vont pas se préparer, peut-être aller à l'école. Je le dis tout le temps. Et notre Dieu aurait été un Dieu injuste si celui-là qui se prépare, qui n'est pas chrétien, il se prépare, il va dans les bibliothèques, il effectue des recherches, et maintenant il veut aller à l'université, et puis parce que moi je suis chrétien et que je jeûne tout le temps, et puis je me dis, Dieu va me permettre d'accéder à l'université. C'est un mensonge. Et ces discours-là sont prêchés au niveau de nos églises, et le combat que je mène, et depuis un certain temps, non seulement au niveau de mes émissions que j'anime à Radio Lumière, c'est essayer de voir comment est-ce que les leaders peuvent et comprendre la nécessité d'utiliser la communication autrement pour responsabiliser les fidèles qui, eux aussi, ont leur contribution et leur participation à apporter dans la transformation de ce pays. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard si l'on part justement du constat que vous avez évoqué, et parce que là, il y a ce qu'on pourrait appeler un pullulement des églises, et c'est le même discours, c'est le même langage. Je dirais tout simplement qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et le changement est toujours possible. Et c'est ce déclic que je cherche à provoquer dans la pensée des gens. C'est faire comprendre aux fidèles que le discours qui leur dit que ce n'est pas la peine d'étudier, que ce n'est pas la peine de s'impliquer dans le social parce que leur espérance c'est le ciel et ce n'est même pas la peine de s'impliquer aujourd'hui, c'est fou et c'est un mensonge. Parce qu'au niveau de la Bible, il est clairement mentionné que notre bonheur dépend de l'espace où Dieu nous place. En tant que chrétien, il est de notre responsabilité. Maintenant, par rapport à l'injustice dans notre pays, ce que nous vivons tout le temps, par rapport à la pauvreté, on ne peut pas rester les bras croisés et penser que Dieu va intervenir, mais Dieu donne de l'intelligence à ses enfants. Dieu donne de l'intelligence et je le dis tout le temps, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Et en tant que Dieu d'excellence, si maintenant je suis son représentant sur terre, je dois pouvoir transpirer cette excellence auprès de ceux-là qui sont autour de moi, auprès de ceux-là qui me voient. Que ce soit dans le social, je dois pouvoir m'impliquer et ne pas être comme un étranger par rapport à ce qui se fait lorsque je paie les taxes comme tout le monde. Et maintenant, mon pasteur me dit, mais non, c'est pas la peine de vous impliquer. Alors, quand je dis mon pasteur, c'est pas forcément mon pasteur réellement, parce que lui, il n'est pas comme ça. Mais et si vous êtes... Bon, vous ne le diriez pas non plus. Hein, certainement, je le dirais, aucun problème. Vous l'auriez dit. Je le dirais sans aucun problème. Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aujourd'hui un changement de discours. En tant que communicologue, je le dis, peut-être au niveau de mes conférences, quand je fais les formations, et la parole n'est pas innocente. Quand vous dites aux fidèles qu'il faut venir jeûner 24 heures sur 24 et qu'il ne peut-être que ce n'est pas la peine d'aller travailler, ou que ce n'est pas la peine de se chercher du boulot, ou ce n'est pas la peine de se préparer. Maintenant, c'est quelque part un mauvais message transmis. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu, Sonny Lamar-Joseph, de s'attaquer au problème d'une autre manière? L'Église aujourd'hui, en plus de la liaison qui existe ou encore des relations qui existent entre l'Église, notre Église et le sous-développement, mais on en parle aussi comme un business. L'Église en Haïti aujourd'hui, c'est un business, c'est une entreprise. Ce n'est pas un espace de prière. Alors, c'est un espace de prière, mais justement qui a cette portée. Bon, alors, c'est un espace de prière parce que... Même si c'est un espace de prière, mais c'est une entreprise utilisée à d'autres fins, quoi. Et c'est bien malheureux. Et voilà pourquoi le ministère des cultes et la Fédération protestante d'Haïti ont leur rôle à jouer
je ne sais pas, peut-être c'est un rêve, mais il faut quand même rêver. Et je rêve de pouvoir voir que ce ministère de tutelle, qui est le ministère des cultes, joue son rôle par rapport à ce qui se fait au niveau de nos églises. Vous avez raison, Wendell. Nous avons plein d'églises, plein de leaders qui montent leur tente et qui attendent les fidèles venir, et c'est juste un business. Et c'est ce que j'essaie de dénoncer à travers mes œuvres, particulièrement ce nouvel ouvrage, Notre Église et le sous-développement. C'est faire comprendre aux gens que ce qu'il n'est pas pensable, qu'il est impensable, qu'il n'est pas possible de penser que je peux venir apporter de l'argent pour ma délivrance. Je peux venir peut-être voir le pasteur parce que c'est le pasteur qui est capable de prier pour moi. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes au temps du sacerdoce universel des chrétiens. Je suis libre de me présenter auprès de mon Dieu. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'un pasteur. Je n'ai pas forcément besoin de sacrificateur pour le faire. Certainement, on a besoin de l'apport de l'autre pour s'impliquer, pour avancer, etc., pour grandir. Mais ce n'est pas le pasteur qui demandera à Dieu de me délivrer. Il suffit seulement que je le croie, et c'est ce que Jésus dit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, les chrétiens doivent pouvoir le réaliser aujourd'hui. Nous sommes des êtres comme tout le monde. Et maintenant, on ne peut pas permettre à un leader, du haut de sa chair, nous prêcher des trucs et qui nous déresponsabilise par rapport à ce que nous devons faire pour ceux-là qui sont autour de nous, que ce soit nos familles et la communauté au sein de laquelle nous évoluons. Alors, maintenant, revenons au rapport, s'il en existe évidemment, entre les églises et le sous-développement, à proprement parler, selon vous, évidemment. Alors, disons que je porte l'action, ou bien ma réflexion porte particulièrement sur le discours. Maintenant, si je prends quelqu'un dans le temps qui n'était pas chrétien, je le signale tout le temps, la personne, une femme qui n'était pas chrétienne, j'ai vécu cette expérience avec une dame qui n'était pas chrétienne et qui était dans son milieu, qui s'impliquait sérieusement, qui était dans le développement, qui apportait sa contribution pour que les choses changent, qui était là pour prendre soin de son mari. Mais une fois convertie, le discours qu'elle a eu, malheureusement c'était à une église où le leader n'était pas formé. Le discours qu'il a eu, c'était « Vous êtes maintenant la femme de Jésus et vous devez aller là où Jésus vous demande d'aller. » Et maintenant, vous êtes maintenant la lumière du monde et les autres, ils sont des ténèbres. Vous êtes purs et les autres, ils sont impurs. Donc, pas la peine d'avoir des relations ou des rapports de travail avec ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Et la réaction de la femme, c'est arriver dans son milieu après des mois de conversion. Maintenant, elle est comme une étrangère par rapport à ceux-là qui sont autour d'elle. Elle ne veut pas s'impliquer dans le social parce que le discours prêché à l'église, c'est que vous êtes purs et les autres, vous êtes différents des autres. Donc maintenant, ce n'est pas la peine de contribuer, d'apporter votre contribution dans le changement de votre communauté, ce que la femme faisait dans le temps. Maintenant, si je prends ses rapports avec son mari, avec sa famille, maintenant la femme est invitée tout le temps à se déplacer pour partir en mission, pour aller jeûner par-ci, par-là. Et quand le mari s'oppose, à la femme de dire, mais non, je suis la femme de Jésus maintenant. Donc maintenant, elle fait ce que Jésus demande, entre guillemets. Maintenant, c'est ce discours. Vous vous imaginez maintenant, cette femme devient un ennemi pour ceux-là qui sont autour d'elle, rien que parce que le discours qui est prêché, c'est un discours qui déresponsabilise la femme par rapport à ses engagements, par rapport à ses responsabilités. Maintenant, si l'on prend aussi dans le cadre du travail, si vous demandez aux gens de jeûner 24 heures sur 24, comment pourrions-nous avoir de développement réellement? Ces gens-là qui ne travaillent pas, qui peut-être ont la force du travail, ils ont de l'intelligence, les jeunes par exemple au niveau de nos églises. Maintenant, si le discours, on leur dit tout le temps, mais non, il faut venir jeûner, sinon on n'est plus des enfants de Dieu. Maintenant, ce discours-là déresponsabilise le citoyen par rapport à son milieu, par rapport à sa société, et ce qui fait que maintenant, en termes de contribution, ces gens-là n'apportent pas leur contribution, elles ne s'impliquent pas dans le social, et voilà pourquoi nous sommes comme nous sommes aujourd'hui. J'ai été dernièrement à la 29e Assemblée de la Fédération protestante d'Haïti, et j'ai été surpris d'entendre l'un des responsables de la fédération préciser que nous sommes aujourd'hui à 53% de chrétiens en Haïti. Vous vous imaginez, Wendell, que nous sommes 53% de chrétiens, et quand on sait que ce que ça charrie comme valeur, et la réforme protestante, que travail, éducation, santé, etc., justice, et nous sommes 53% et nous sommes comme nous sommes aujourd'hui en Haïti. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces chrétiens-là? Qu'est-ce qu'on leur dit comme message? Maintenant, c'est ce que j'essaie de démontrer, c'est que si nous sommes 53%, ceux-là qui le disent, je le dis tout le temps, mais c'est à notre honte de le dire. Parce que si nous sommes 53% et Haïti est comme elle est aujourd'hui, nous avons une lourde responsabilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut un message qui porte ces fidèles à comprendre qu'ils ne sont pas des citoyens célestes seulement, mais il y a aussi le temporel et qu'ils doivent s'impliquer pour changer ce qui mérite de l'être. Mais comment maintenant? Comment justement, c'est à partir... Est-ce que vous préconisez un autre discours, une autre église? Discours, justement. Un discours qui porte sur l'amour fraternel. Parce que Jésus-Christ l'a dit, Jésus-Christ a synthétisé la Bible en 2 grands commandements. C'est d'abord aimer Dieu
de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. C'est ça les 2 grands commandements. Maintenant, je ne peux pas aimer l'autre. Je ne peux pas aimer mon prochain si je ne fais rien pour que son bonheur soit possible. Je ne peux pas pouvoir dire à Dieu, ou peut-être je jeûne tout le temps, et puis je dis, mais j'aime ma société ou j'aime Dieu. Et puis ceux-là qui sont autour de moi, j'ai de la capacité, je suis peut-être là, je suis doté d'intelligence, je ne l'utilise pas à bon escient, et puis ceux-là qui sont autour de moi souffrent. Et puis là, je dis que non, maintenant, il faut justement un discours de la part de ces leaders qui portent les fidèles à réaliser qu'ils ont la lourde de responsabilité de chercher le bonheur de ceux-là qui sont autour d'eux. Et l'autre élément, si l'on prend en termes d'augmentation de personnes nées, le planning familial aujourd'hui doit être prêché. J'ai lu un article qui est paru, ça fait un petit temps, où l'on montre qu'en 2050, il y aura une augmentation exponentielle en termes de nombre d'habitants en Haïti. Maintenant, l'Église a une grande responsabilité par rapport à ça, parce que le discours généralement qui est prêché au niveau de l'Église, c'est de croisser, multiplier la terre. Et maintenant, peu importe que les gens ne peuvent pas prendre soin de leurs enfants, croisser, multiplier, justement, remplissez. il faut remplissez, justement. Mais ils oublient l'aspect assujettir. Maintenant, ils pensent que, bon, puisque le pasteur dit que je peux mettre au monde des enfants et puis Dieu prendra soin d'eux. Et c'est ce qui arrive maintenant. Les gens mettent au monde des enfants 5, 10, 15, 20, peu importe qu'ils ne peuvent pas prendre soin d'eux, qu'ils ne peuvent pas les nourrir, mais ils les mettent au monde parce que justement, donc rien n'est prêché en ce sens qu'il faut contrôler son pouvoir de mettre au monde des enfants. La contraception ? La contraception, peut-être des méthodes de planning, je ne sais pas, mais il faut un discours pour faire comprendre aux gens... Mais est-ce que vous souhaitez une église adaptée ? Je ne dis pas une église adaptée, parce que là, quand je dis l'église, en principe, à mon sens, n'a jamais été une église où c'était seulement le spirituel. Parce que nous ne sommes pas que des êtres spirituels. Nous sommes aussi des êtres physiques, matériels. Donc maintenant, j'ai mes besoins satisfaits. Par exemple, si je me réfère à l'échelle des besoins d'Abraham Maslow. Maintenant, comment demander à quelqu'un qui n'arrive pas à prendre soin, qui n'arrive pas à se nourrir comme il faut, et puis on demande à la personne de vivre bien. Maintenant, il faut ce minimum en termes de satisfaction. Je dois manger. Je dois manger, et pour manger, je dois travailler. C'est la Bible qui le dit. Maintenant, je dois travailler pour prendre soin des miens, prendre soin de ceux-là qui sont autour de moi. Ce n'est pas forcément une église adaptée, mais c'est une église qui joue son rôle en termes de transformation. Si je prends le texte qui nous dit que le chrétien, c'est la lumière et le sel de la terre. Mais en tant que sel de la terre, il est de ma responsabilité de m'impliquer pour que les choses changent, pour au moins conserver ce qui mérite de l'être. Mais je ne peux pas me mettre à part, et c'est ce qui est prêché au niveau de plein d'églises. Je me mets à part parce que là, maintenant, je suis chrétien et eux, ils ne sont pas chrétiens. Alors qu'au fond, pour pouvoir influencer ceux-là qui ne sont pas chrétiens, je devrais pouvoir me trouver en leur milieu pour qu'ils réalisent comment est-ce que moi je vis et qu'est-ce que je projette comme action. D'ailleurs, en communication, on le dit, le non-verbal parle beaucoup plus que le verbal, et à plus de 90%, si je me réfère à cette recherche d'Albert Mehrabian. Maintenant, si je ne m'implique pas, et que les autres ne voient pas Christ en moi, dans ma façon de répondre, dans ma façon de réagir, dans ma façon de me comporter, maintenant, je ne peux pas prêcher l'évangile rien par le fait que d'inviter les gens à « Ok, Jésus-Christ vous aime, etc. » Et puis je ne fais rien moi-même. Dieu seul sait combien de mécontents vous faites ce matin, Wendell, sachant que l'Église, comme on l'a dit déjà, est une entreprise rentable. Et aujourd'hui, Sonia Lamar-Joseph, et les fidèles ne s'attendent qu'à des choses qui ne relèvent que de la foi, par exemple le miracle. C'est bien malheureux. Quand on vous dit que ce n'est pas nécessaire d'aller travailler, vous devez espérer un miracle, attendre un miracle de Dieu, alors que vous avez des enfants à envoyer à l'école, vous devez trouver de quoi vous nourrir, vous habiller pour sortir. Vous devez être d'abord un être social et sociable. Justement. Et sociable. Quel est l'avenir d'Haïti avec 52% de chrétiens ? Alors, si rien n'est fait aujourd'hui, Wendell, s'il n'y a pas une prise de conscience au niveau de nos églises, s'il n'y a pas cette volonté d'engager cette réflexion par rapport au rôle de l'Église aujourd'hui, on n'ira nulle part. Et Haïti continuera donc à se vautrer dans le sous-développement, dans ce qui est mauvais. Voilà pourquoi je prie fortement que ceux-là qui ont des responsabilités, que ce soit les ONG chrétiennes, que ce soit les responsables de mission, réalisent que ce discours qu'on a prêché pendant trop longtemps n'a pas donné de résultat en termes d'implication sociale du chrétien. Maintenant, on ne peut pas, et je le dis tout le temps, on ne peut pas espérer des résultats probants si on continue à faire les choses comme on le faisait ou comme on le fait, ça fait 10, 15, 20 ans. Donc maintenant, il faut une remise en question de ce discours pour voir comment est-ce que je peux prêcher pour que le fidèle réalise qu'il a
une responsabilité par rapport à ceux-là qui sont autour de lui et qu'il n'a pas à vivre comme aliéné, comme étranger dans son propre espace. Mais ils sont déjà des aliénés. Mais non, non, attention, non, peut-être, je suis pas d'accord. Alors c'est vrai, ils sont légion à agir, à être comme des aliénés. J'aime bien ce que vous dites. Donc, ils sont des aliénés. Mais vous n'êtes pas d'accord. Vous aimez, j'aime, justement parce que c'est ce... Vous voyez, Wendell, c'est ce discours, c'est cette image qu'on projette auprès des autres. Parce que justement, on ne s'implique pas. Parce qu'on reste là, par exemple, l'injustice. Il y a eu un pasteur qu'on avait tué dernièrement, ça remonte peut-être à 2 ans, si j'ai bonne mémoire, c'est le pasteur Séléus. Mais il a été tué brutalement. Mais les gens se disaient, mais non, c'était la volonté de Dieu, et c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais Dieu nous donne de l'intelligence pour agir. Maintenant, si je ne fais pas ma partie, si je ne joue pas ma contribution, ou je ne fais pas ce que moi je dois faire, comment demander à Dieu d'agir pour moi? C'est comme quelqu'un qui peut-être veut travailler, Dieu lui donne de l'intelligence, et puis il reste là à prier tout le temps. Et puis il s'attend à intégrer tel ou tel poste. Mais ce ne sera jamais fait. Parce que là, justement, Dieu a déjà pourvu à plein de choses, et maintenant, c'est à nous de les mettre en exergue. Alors, ce que je voulais faire valoir il y a quelques instants, c'est que les pasteurs ou les leaders des églises ne nous écoutent pas, malheureusement, et encore moins les fidèles, qui étaient censés nous entendre pour comprendre. Quand vous dites qu'ils ne nous écoutent pas, le nous remplace qui ici? Qu'ils n'écoutent pas ce que nous sommes en train de dire là. Mais au contraire, ils sont légion, hein, ceux-là qui écoutent les différentes stations de radio. Peut-être ceux-là qui ne sont pas des leaders éclairés, comme je le dis. Ils sont à l'église maintenant en train de jeûner avec les fidèles. Attention, Wendell, alors c'est pas vrai. Ils sont justement, il y en a qui sont à l'église. Il y en a qui sont à l'église maintenant, mais ils sont aussi légion, ceux-là qui écoutent et qui nous reçoivent à travers ce show. Maintenant, vous jouez votre rôle, vous jouez votre partition, ok, à travers cet ouvrage. Et notre église et le sous-développement, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui font autant. Il y a des gens qui essaient de renverser cet ordre de choses qui tend à devenir la norme aujourd'hui en Haïti. Mais comment atteindre les fidèles? Vous ne voulez pas dire qu'ils sont aliénés, mais quand même qui ne respirent que par cette parole qui vient du haut de la chair. Je dirais que c'est un combat de longue haleine. Ce changement ne viendra pas du jour au lendemain. Ça prendra du temps. Peut-être que je commence, et je le dis tout le temps, et plein de fois les gens se disent « mais non, c'est foutu pour Haïti », par exemple. Et moi je dis « mais non, ce n'est pas foutu pour Haïti ». C'est vrai que ce que je prêche en termes de changement de comportement, en termes de développement personnel, ce que je prêche, je peux peut-être ne pas vivre ce changement. Peut-être mon garçon, mes enfants peuvent ne pas vivre ces changements. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut commencer, parce que là, je me réfère toujours à Martin Luther King Jr. aux États-Unis. Dans le temps, certains peut-être estimaient que c'était un pari perdu d'avance pour Martin Luther King Jr. Parce que là, mais comment penser pouvoir mettre ensemble les Blancs et les Noirs aux États-Unis, parce que c'était quand même une réflexion, bon, entre guillemets, démodée, parce que comment penser ça? Mais nous voyons ce que nous avons aujourd'hui comme résultat aux États-Unis. Martin Luther King Jr. n'a pas vécu ça, mais il a fait ce qu'il fallait lui-même pour susciter cette réflexion au niveau de sa société. C'était pareil pour Martin Luther, par rapport à l'Église catholique, où il était question de la vente des indulgences, où on exploitait les fidèles, mais ça avait pris du temps. Mais Martin Luther s'était armé de courage pour dire « mais non, ça ne doit plus continuer comme ça. Il ne faut plus continuer à exploiter les fidèles comme ça, en leur faisant payer pour leur salut, pour leur délivrance et tout et tout. » Martin Luther l'avait fait. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui la réforme. Maintenant, si nous avons la réforme, maintenant aujourd'hui, s'il faut une autre réforme, une nouvelle réforme en Haïti, peut-être il faut des gens à pouvoir le faire, mais il faut quand même commencer. J'ai rencontré dernièrement des anciens au niveau du secteur protestant, c'est le pasteur Fred Bourdeau, qui m'a vraiment impressionné dernièrement. Le pasteur Fred m'a rencontré pour me dire « Sonny, waouh, je suis content avec toi parce que là, je pensais que j'étais le seul à avoir cette réflexion que l'Église doit jouer son rôle aujourd'hui en termes de développement. » Et il est ravi, il me dit « Je prépare une thèse maintenant sur l'Église, j'aurai besoin de ton ouvrage. » Maintenant, il y a de ces leaders qui sont conscients et qui croient que quelque chose mérite d'être fait pour changer ce pays. Et l'Église a cette responsabilité parce que nous sommes des gérants pour Dieu et en tant que gérant, on ne peut pas se déresponsabiliser à cause d'un discours d'un prédicateur qui nous dit qu'on ne doit plus s'impliquer, qu'on ne doit pas faire ci ou faire ça, mais on doit aujourd'hui le réaliser. Comprendre que le travail, c'est biblique. Se former, c'est biblique. Quand le pasteur vous dit « mais non, c'est pas la peine de vous former ou d'aller à l'école », non. Je le dis tout le temps.
D'ailleurs, à la 4e de couverture de l'ouvrage, je le dis, si votre pasteur ne vous encourage pas à vous former, si votre leader ne vous encourage pas à chercher du boulot, cherchez-vous un autre leader. Parce que ce n'est quand même pas un leader idéal. Si le leader vous demande tout le temps de venir jeûner 24 heures sur 24, si c'est ça l'objectif, pensant que la situation, votre situation, ce que vous vivez, changera, changez de pasteur parce que justement, ce n'est pas le bon discours. Notre Église et le sous-développement, ce livre sera à Livre en Folie. Oui, jeudi et vendredi 4-5, et sur le kiosque de la Maison des Champs. Et comme vous l'aviez dit, j'ai un penchant particulier, et d'ailleurs l'année dernière j'étais best-seller avec La Parole qui transforme. J'espère faire rééditer cet exploit cette année, surtout avec un sujet qui un petit peu divise, parce que là, certains disent, mais non, je n'aurais pas dû attaquer ou toucher le problème comme ça, mais d'autres applaudissent, c'est ça la vérité. Maintenant, j'attends les gens, et fortement... Alors il faut dire que même les chrétiens, même des chrétiens applaudissent aussi. Ah oui, certainement. Sonny Lamar-Joseph, auteur de l'ouvrage à succès La Parole qui transforme, et aujourd'hui, notre Église et le sous-développement. Il espère que ce titre-là sera également un best-seller cette année. Eh bien, nous vous souhaitons du succès et bonne chance, avec l'espoir que le message fera son chemin. Je l'espère. Et oui, on en a besoin. Si l'Église peut nous aider à sortir du sous-développement, et donc comment ne pas l'encourager, et tout en souhaitant que l'on fera de son mieux pour que l'Église cesse d'entretenir des gens dans le sous-développement. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point. Merci beaucoup Wendell, et je remercie les téléspectateurs et les auditeurs qui étaient bien branchés. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Sonny Lamar-Joseph, pour nous parler de son livre « Notre Église et le sous-développement », il était notre deuxième invité à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.